Bonjour, une petite vidéo pour vous regarder ce sujet de science de cette année. Merci à tous les LES qui ont fait exploser mon compteur de vues dans le week-end pour réviser notamment la vidéo Arrêt Couleur qui a très bien marché même si c'était pas du tout sur le sujet d'aujourd'hui. Et merci à tous ces abonnés, donc on a 1500, j'aurais jamais espéré et j'espère que ça va continuer. Donc on va faire une petite vidéo pour voir ce qu'a été ce sujet donc, de science en première LES. Et ce que moi j'aurais mis, alors j'ai pas regardé le corrigé pour me faire un avis totalement neutre, et j'ai pas le barème, donc je peux pas vous dire comment vous serez évalué sur telle ou telle question. Donc la partie 1, le commentaire composé, c'est sur la représentation visuelle. On avait une chance sur deux avec Nourrir l'humanité, et là on était vraiment sur ce qu'on appelle la vision en science, donc avec une histoire de lentilles, de divergence et tout ça. Donc on a Monsieur X qui est gêné par une vision qui est devenue difficile, on nous raconte en fait il a un certain âge quand même, et donc du coup on lui a amené une correction. Donc on vous donne plusieurs documents. Le premier document, on a un examen du fond de l'œil, et le deuxième donc de Monsieur X où on voit de nettes différences avec des taches blanches autour de la fovea et un peu partout d'ailleurs, et des taches noires un petit peu en bas. Donc le patient nous dit qu'il a 50 ans, qu'il a une vision difficile et qu'il n'y a pas d'anomalie sur le nerf optique et la fovea. Deuxième document, on nous présente différentes anomalies, donc différentes maladies. Ensuite, on a un tableau comparatif dans le document 1C. Quand je vous avais dit dans une vidéo sur le commentaire argumenté que vous pouviez avoir énormément de documents, qu'en fait techniquement vous avez 3 documents maximum, mais qu'on les découpe en A, B, C, là c'est vraiment le cas. Donc avec les différentes pathologies et les symptômes qui correspondent pour l'atrophie du nerf optique, le drusen, l'hémorragie rétinienne et l'exudat lipidique. Enfin, l'origine et la conséquence des hémorragies rétiniennes en document 2. Donc là, on peut tiquer un peu parce que si on en parle juste des hémorragies rétiniennes en document 2, c'est que c'est sans doute la clé du problème. Et enfin, donc, un document 3 sur le pouvoir d'accommodation de l'œil qui nous explique que c'est par rapport à la capacité qu'on a à pouvoir dilater et contracter le cristallin pour mieux voir si l'image se rapproche. Et on nous dit que voilà, on considère que la perte d'accommodation est telle en dessous de 3 dioptries qu'il faut le corriger. Donc voilà, et le tableau nous donne le pouvoir d'accommodation en fonction de l'âge. Et donc le commentaire rédigé était très simple, expliquer pourquoi une correction par des verres, donc vous développerez clairement le principe, donc là c'était un apport à vous, s'avère utile pour Monsieur X, mais insuffisante pour traiter les troubles visuels causés par sa pathologie rétinienne. Pathologie que vous identifierez et pour laquelle vous préciserez l'origine des symptômes. Bon, fallait argumenter. Donc déjà, rien que dans la question, on a les différentes parties qui peuvent nous intéresser. On nous dit qu'il faut identifier et préciser l'origine des symptômes et déterminer la pathologie. La pathologie que Monsieur X subit. Et ensuite, il faut aussi parler donc comment marche la correction par des verres. Donc on fait une petite intro vite fait en décrivant l'histoire, donc il y avait juste à reprendre un petit peu ce qui se passait au tout début des documents, voilà que Monsieur X il a des verres correcteurs mais que ça ne suffit pas. Vous parlez donc des verres correcteurs en disant que 50 ans a un pouvoir d'accommodation qui est plus faible, donc ça veut dire qu'on est sur donc de la presbytie qui est presque comme l'hypermétropie, et donc il nous faudra des verres convergents pour corriger la chose. Qu'on appelle aussi des verres progressifs, puisque c'est un ensemble de verres convergents et divergents qui nous permet de mieux voir et d'accommoder de meilleure façon. Mais c'est insuffisant parce que Monsieur X a, alors la maladie qu'il fallait trouver, c'est assez rapide, hein, c'est les hémorragies rétiniennes. Et ces hémorragies rétiniennes, donc on nous dit que bon, ça peut être lié à une DMLA, donc c'est simplement que c'est dû à l'âge, tout simplement. Et que ça peut aussi être une rétinopathie diabétique, c'est-à-dire que ça peut être lié à un diabète. Le diabète, ça c'est une autre maladie, une histoire de sucre, etc. Et donc voilà, ça peut être lié à un diabète, et c'est rarement un glaucome. Glaucome c'est une autre chose, je ne suis pas biologiste, je ne me souviens plus. Donc notre hémorragie rétinienne, il fallait justifier en disant qu'on voyait des taches blanches un peu partout sur le fond de l'œil de Monsieur X, et que ça correspondait donc selon le document 1B, donc les taches blanches on les voit dans le document 1A, et selon le document 1B, ces taches blanches nous dit que c'est des hémorragies rétiniennes. On explique vite fait l'origine des hémorragies rétiniennes, donc par le document 1C qui nous dit que c'est lié à l'âge et peut-être à un diabète. Et enfin, donc on dit que ça a pour origine la fragilisation d'appareils des vaisseaux sanguins, etc. Donc par rapport au document 2.
Une petite conclusion, tout simplement la conclusion elle est logique, c'est-à-dire que Monsieur X il a une maladie liée à l'accommodation qui est liée à son âge, mais il y a aussi une autre maladie qui ne peut pas être corrigée puisque là c'est lié à la physique, enfin à la biologie de la rétine qui elle ne peut pas être modifiée sauf opération. Donc voilà, il y avait 6 points, 8 points à prendre là-dessus. Si vous avez développé à peu près tous les arguments, vous êtes normalement à 5-6 points, et puis il reste à voir la mise en forme, etc. On ne vous demande rien de particulier, on ne vous demande pas par exemple un diagnostic de médecin, on ne vous demande pas l'avis d'un labo pharmaceutique ou une réponse sur un forum. Donc là au niveau de la forme c'était assez neutre, il fallait juste rédiger de façon à expliquer au lecteur comment ça marche. À la limite on pouvait être presque dans une vulgarisation. La partie 2, et oui la partie physique-chimie. Il fait une chaleur là, je crois que je vais mourir avant la fin. Donc physique-chimie, donc le défi énergétique, ça change pas, hein, j'ai l'impression que c'est chaque année comme ça depuis 2-3 ans. L'année dernière c'était déjà le défi énergétique, l'année d'avant je ne me souviens plus, mais ça devait aussi être ça. Comme d'hab, donc là on nous parle d'une batterie bleue pour de l'énergie verte, c'est la forme, hein, on essaie de faire plaisir aux L comme d'habitude. Donc on nous parle du Danemark, un pays constitué d'une péninsule, 443 îles, c'est de la géographie, c'est pour le fun. C'est très très bas, etc., etc. On vous donne un premier document, on vous explique le principe des barrages appliqués en mer et la formation d'atoll qui en résulte, qui permet d'installer un turbo-alternateur avec une pompe. Une sorte en fait de step, si vous l'avez vu, donc de station de pompage, de transfert d'énergie par pompage, qui elle utilise le dénivelé de la montagne. Ici on va utiliser le dénivelé artificiel de la mer qu'on peut faire, puisqu'en fait le niveau de la mer, enfin la profondeur de la mer est très faible dans ces eaux-là. Donc vous avez un petit dessin qui vous explique vite fait comment ça marche, très rapidement, vraiment très rapidement. Et on nous dit que voilà, ça se fait sur des domaines maritimes à très faible profondeur, parce que sinon il faudrait un tas de terre monstrueux pour réussir à créer un atoll artificiel. Et on nous parle du Green Power Island, qui est un projet d'atoll artificiel en mer, qui a été imaginé donc par des Danois, puisque ce sont des gens, avec une jolie image et des symboles qui ne sont pas forcément lisibles, mais en gros on voit qu'il y a des éoliennes en offshore, un réservoir d'eau et puis un système donc de turbo de turbine, de turbo alternateur, et pour finir un parc éolien au centre de tout ça, un parc solaire au centre de tout ça, sur des structures flottantes, donc pour aussi encore amener de l'électricité par le solaire. Voilà, tout simplement. Alors on nous parle aussi qu'il y a, on peut absorber du dioxyde de carbone et servir de matière première pour la fabrication de book-cover. C'est de l'information. Il y avait beaucoup de textes dans ce sujet de science, même en SVT j'ai remarqué. C'est assez inhabituel. D'habitude on vous amène très vite à des questions, et là vous avez quand même beaucoup de textes, des tableaux et tout ça. Donc il fallait prendre le temps de les lire, parce qu'après, la résolution des questions n'était pas forcément très longue. Donc la question 1, c'était de donner 2 raisons encourageant le Danemark, comme de nombreux autres pays, à abandonner progressivement l'usage des énergies fossiles. Donc là, il faut balancer ce que vous avez appris par cœur. Donc les énergies fossiles ne sont pas renouvelables, elles sont en quantité limitée, et elles sont polluantes. Voilà, point. Et ça fait 2 raisons, j'en ai même donné 3. Citer le principal problème auquel le Danemark se heurte en augmentant sa dépendance au vent comme source d'énergie. Expliquer brièvement la réponse. Le problème du vent, c'est qu'il est inconstant. Voilà, il n'est pas permanent. Et donc du coup, le Danemark va se retrouver à avoir de l'électricité à certains moments et à d'autres moments moins, voire pas du tout. Et que donc du coup, on ne peut pas non plus moduler. On peut peut-être enclencher plus ou moins d'éoliennes quand il y a du vent, mais quand il n'y en a pas, on ne va pas le créer. Sans recopier les chaînes énergétiques ci-dessous, à partir du commun, indiquez la forme d'énergie à faire apparaître dans chaque cadre numéroté de 1 à 4. Pour cela, précisez simplement votre copie et l'expression choisie dans le cadre numéroté. Et on vous donnait les 4 possibilités. Donc, c'était quand même assez facile. Donc, on avait énergie électrique, énergie thermique, énergie lumineuse et énergie mécanique. Et donc, il fallait donner à chacun. Donc, pour le cadre 1, c'était l'éolienne qui transformait l'énergie mécanique en cadre 1, donc cadre 1, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Et la pompe, donc du coup, qui enchaîne donc cette énergie électrique, la pompe, elle, va transformer l'énergie électrique en énergie thermique, donc ça ce sont des pertes, et en énergie mécanique, puisqu'en fait on va remonter l'eau
un peu plus haut. Et il nous reste donc la restriction de l'énergie stockée dans l'atole artificiel. Donc le cadre 3 alimentait le turbo-alternateur qui donnait le cadre 4. Alors j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse utiliser énergie thermique et énergie lumineuse là-dedans. Et en fait, il ne fallait pas s'en servir, c'était vraiment des pièges. Donc le turbo-alternateur, le cadre 3, c'était l'eau qui coule à l'intérieur du turbo-alternateur, donc de l'énergie mécanique. Et le cadre 4, c'était l'énergie électrique. Donc je résume, cadre 1, électrique, cadre 2, mécanique, cadre 3, mécanique, cadre 4, électrique. Question 4.1. Pourquoi le projet Green Power Island répond au contexte du Danemark tant du point de vue énergétique que du point de vue géographique? Alors là, il fallait sortir les arguments en recoupant un peu les documents. Donc on nous dit que tant du point de vue énergétique, et votre question 2, dans la question 2, on nous parle donc de la dépendance au vent, qui n'est pas forcément une bonne idée étant donné que le vent n'est pas constant. Donc le projet Green Power Island est un bon projet puisque quand il n'y a pas de vent, eh bien, on fait couler l'eau. Et en plus, il y a les panneaux solaires qui, quand il n'y a pas de vent, s'il y a de la lumière, eh bien, ça permet aussi d'avoir de l'électricité. Du point de vue géographique, eh bien, ça correspond parfaitement au contexte du Danemark, puisqu'on nous dit que donc ce Green Power Island peut se faire principalement à des endroits où il n'y a pas forcément grande profondeur d'eau, et ça correspond au Danemark, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas une énorme profondeur d'eau, donc on peut créer ces fameux atolls artificiels. Qu'est-ce qu'il nous reste ensuite? Question 4.2. Donner deux arguments montrant que le projet Green Power Island s'inscrit bien dans une démarche de développement durable. Alors, deux arguments. Le premier, eh bien, c'est tout simplement l'utilisation de ressources renouvelables comme le solaire et l'éolien. Et puis, deuxième argument. Les algues. Voilà. Puisque il y a à l'intérieur du bassin, du réservoir d'eau de mer, une culture d'algues qui permet de stocker le CO2. Donc voilà, on est bien. Enfin, d'absorber le CO2. Donc on est sur ce fameux gaz à effet de serre dont on nous a rabattu les oreilles, qu'on peut absorber grâce à ces algues. Question 5. Dans l'hypothèse où l'atoll énergétique prévu au large de Copenhague permettrait d'alimenter dans l'électricité toutes les installations domestiques de la ville. Copenhague, c'est pas une petite ville quand même. Pendant une durée de 24 heures en l'absence totale de vent. Donc c'est-à-dire qu'en fait on n'utilise que le panneau solaire et la pompe pour remonter l'eau et pour se servir de l'eau qui descend pour amener de l'électricité. Calcule la puissance moyenne équivalente électrique de son réservoir d'eau. Alors c'est un petit calcul à faire. L'énergie, c'est la puissance fois la durée. Donc ici il fallait voir qu'on nous demandait la puissance. Donc la puissance, c'est l'énergie divisée par la durée. On nous donne dans le document une énergie de 2,4 gigawattheures. On sait qu'une journée, c'est 24 heures, donc ça doit alimenter pendant une journée. Donc on fait 2,4 gigawattheures divisé par 24, donc 0,1 gigawatt ou 100 mégawatts. Si vous êtes capable de faire cette conversion-là. Donc voilà, c'était ça la dernière question. Alors pour la SVT, je regardais rapidement. Je ne suis pas prof de SVT, moi, qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est fini pour ce sujet de sciences de 2017. Comme je disais au début, merci d'avoir regardé les vidéos ce week-end. À vous rassurer, je n'ai pas gagné 20 000 $, je ne sais même pas si j'ai gagné 5 euros. Mais ça fait plaisir. Je m'attendais un peu à ce rush, mais pas à ce point-là. Et on se retrouve peut-être cet été où je vais faire d'autres types de vidéos un peu plus culturelles et un peu plus ludiques pour certaines. Pour m'occuper pendant l'été, voilà, parce qu'on s'ennuie l'été au bout d'un moment. Voilà. Et bon courage, et puis j'espère que les résultats seront bons pour cette épreuve de sciences, COEF 2. Mais bon, faut pas s'en faire, il y a d'autres épreuves qui sont plus gros que COEF. Voilà. Allez, ciao et à la prochaine. Au revoir.